Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la guerre économique. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. Nous allons parler du documentaire en 4 volets sur l'histoire des services secrets français de 1940 à nos jours, un documentaire diffusé sur France 5 en février 2011. Le 4e volet de ce documentaire est en grande partie consacré à la guerre économique menée par les services de renseignement français et américains. On commence justement par un premier extrait sur les espions français qui ont infiltré au début des années 80 des entreprises informatiques américaines pour évidemment leur piller leur technologie. On regarde ce premier extrait et puis on en parle avec Jean Guinel, journaliste et co-auteur de ce documentaire. Au début des années 80, la DGSE entreprend d'infiltrer 49 sociétés américaines de haute technologie, dont Texas Instruments, IBM, Hewlett-Packard, Corning Glass. Des ingénieurs de haut niveau s'y font embaucher pour avoir accès à des secrets industriels. Mais la CIA obtient la liste des cibles françaises. Les Américains portent plainte. C'est le monde à l'envers. Après avoir agi ensemble contre le communisme, les services français s'attaquent à leurs frères d'armes. L'affaire, très confidentielle, atterrit sur le bureau du Premier ministre Michel Rocard. Il doit négocier avec les États-Unis une sortie de crise honorable. La DGSE s'y était pas très bien pris, enfin ils se sont fait prendre la main dans le sac, qui était évidemment désagréable, c'est une mauvaise manière. Ça a été très aigre, ils ont voulu nous faire paraître devant les tribunaux. J'ai été plusieurs fois à Washington avec la CIA, FBI, pour voir, finalement on est arrivé à régler ça et à considérer que c'était du passé. Et ça s'est fini quand même, après pas mal de pression et de désagréments, par une espèce de deal avec une promesse de ne plus continuer et un effacement des comportements mutuels. Donc justement avec moi sur ce plateau, Jean Guinel, bonjour. Vous êtes journaliste au Point et co-auteur de ce documentaire. Alors première question, on voit dans cet extrait que la guerre économique entre les Alliés commence avant la chute du mur de Berlin. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais cessé. C'est la guerre économique, l'infiltration dans les entreprises, la tentative de récupérer des secrets industriels ou des secrets informatiques ou des process ou de piquer des brevets, c'est vieux comme l'espionnage. Même entre alliés donc. Ben oui. C'est-à-dire que les services secrets, c'est fait pour faire des choses secrètes, des choses illégales. Il n'y a pas d'amis dans ce domaine. Alors on peut être ami des alliés stratégiques sur des choses essentielles et puis de se faire des coups un peu pervers par ailleurs. Les Américains ont fait la même chose, les Français l'ont fait. Alors, ils ne l'ont pas fait tout le temps, ils ne l'ont pas fait contre tout le monde, mais contre les Américains, à partir du début des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où Pierre Marion, qui est un homme de l'entreprise, est arrivé à la tête de la DGSE, c'est une pratique qui a été conduite. Je voudrais ajouter que c'est pas forcément des pratiques témalines, parce que rentrer chez IBM pour sauver Bull, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire l'industrie informatique française n'a certainement pas été ni aidée ni sauvée, a fortiori, par les secrets volés à IBM. Vous qui connaissez bien les services secrets, d'après vous, est-ce qu'ils étaient prêts à ce genre d'opération d'espionnage économique ? Étaient-ils formatés à cette époque ? L'espionnage, c'est une culture, l'espionnage, c'est une pratique, et puis ce sont aussi de nouvelles expériences. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas d'espionnage économique comme un autre espionnage. C'était sans doute pas le domaine d'excellence des Français, mais à l'époque, les Russes le faisaient aussi. L'affaire Farwell était terminée déjà lorsque celle-ci a commencé. Mais ça a pu donner des idées. Enfin, je veux dire, tout le monde fait de l'espionnage économique. Et aujourd'hui encore, il y a des entreprises qui sont pénétrées par des services étrangers dans tous les pays. Donc, disons que c'est une constante avec des priorités variables. C'est-à-dire que pour la France, l'espionnage économique n'a pas toujours été une priorité et ça l'a été dans les années 80. Alors là, on va voir un deuxième extrait. Cette fois-ci, cet extrait relate une opération d'espionnage de la CIA américaine contre les intérêts économiques français au début des années 90. La CIA espionnait un haut fonctionnaire français pour connaître la position de la France à la veille des grandes négociations commerciales.
Quelques années après s'être indignés des pratiques françaises, les Américains sont pris à Paris, la main dans le pot de confiture. La CIA veut connaître les intentions françaises dans les grandes négociations internationales. Dès 1992, la DST découvre qu'une Américaine, Mary Ann Baumgartner, est en contact avec un jeune conseiller d'État, Henri Plagnol. En fait, il a été tamponné, comme disent les espions. La jeune femme travaille pour la CIA. Elle se présentait comme chargée de représenter à Paris une fondation américaine. Et on sympathise, et elle me dit, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez comme regard sur les relations transatlantiques. Enfin, c'était encore très très général, très vague. Madame Baumgartner me propose d'être rémunérée pour les rencontres que j'avais avec elle. Au début, c'était très modeste. C'était quelque chose comme 500 francs pour un déjeuner. Et c'est devenu autour de 5000 francs. La DST a vite compris le petit jeu de la CIA. Plagnol n'y voit que du feu et continue à fournir des informations à son amie américaine. Mais quand en 1993 il devient conseiller du nouveau Premier ministre Édouard Balladur, le contre-espionnage trouve que la plaisanterie a assez duré. Des secrets d'État pourraient être éventés. Plagnol est convoqué à la DST. À partir de là, ça devenait dangereux. On en a parlé à M. Plagnol, qui a été d'abord surpris de voir qu'on était au courant de ce contact. J'ai expliqué assez facilement, d'ailleurs sans problème, ce qui m'a incité à lui demander de poursuivre, et ce qu'il a accepté. Il m'a tout de suite dit, on peut avoir besoin de vous. Et 15 jours après, ou 3 semaines après... Nart me rappelle et à ce moment-là, j'accepte cette fois-ci d'être en mission. 2 semaines après être entré à Matignon, Henri Plagnol doit quitter ses fonctions. Il n'interrompt toutefois pas ses contacts avec son officier traitant qu'il continue à alimenter en informations. Seule différence, elles sont fausses et fabriquées par la DST. Dans le jargon de l'espionnage, on dit que Plagnol est devenu une chèvre. Son action permet à la fois d'intoxiquer les Américains et de connaître leur centre d'intérêt. Alors, toujours avec Jean Guidel, journaliste et co-auteur de ce documentaire, est-ce que là, dans cet exemple-là, on ne franchit pas un palier? Est-ce que ce n'est pas une escalade lorsqu'on espionne un haut fonctionnaire? Mais c'est pareil que dans le renseignement sur les entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles dans ce monde-là. Si on peut tamponner, comme ils disent, un aux fonctionnaires, ils le font. S'ils peuvent attraper un ministre, ils le font. Tous les moyens sont bons. Il n'y a aucune limite aux moyens qu'on peut utiliser. Le chantage, la pression, les fautes de jeunesse, les écarts de conduite, révélés ou pas révélés, tout est utilisable. Voilà, c'est une guerre constante. Dans ce domaine, il n'y a pas d'amis. Il est absolument primordial pour un État comme la France, ou comme les États-Unis, ou comme le Royaume-Uni, ou comme l'Allemagne, il est absolument essentiel de savoir quel est le jeu de ses partenaires, aussi bien que le jeu de ses adversaires. C'est-à-dire, tout ce monde-là vit dans des négociations, dans des contacts, de savoir à l'avance, par exemple, les limites jusqu'auxquelles quelqu'un peut aller, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc, c'est constant, c'est-à-dire il y a en permanence des gens qui cherchent à en compromettre d'autres, à récupérer leurs informations, à les faire trahir tout le temps. Donc pour vous, c'est logique, normal qu'un État fasse appel à son appareil sécuritaire, de services de renseignement par exemple, pour entrer comme un acteur sur le jeu économique classique? Bien, ne confondons pas les services de renseignement et les services secrets. Les services de renseignement ont pour fonction de récupérer ce que vous connaissez bien, ce que vos auditeurs connaissent parfaitement, c'est-à-dire l'information ouverte. Les services secrets ont pour fonction d'être dans l'illégalité à l'égard des lois de leur pays et de celles des autres pays. Donc, dès lors qu'un État et tous les États disposent de services secrets, de services spéciaux, c'est vraiment pour faire des choses illégales, sinon c'est pas la peine qu'ils en aient. Pour ça, les sociétés privées de renseignement économique qui travaillent dans l'ouvert
vont très bien faire l'affaire. Mais d'après vous, est-ce que ça a servi, cette manière dont les services secrets sont allés espionner? Est-ce que ça sert à l'industrie d'un pays? Alors écoutez, dans cette affaire, on connaît l'échec des Français et on connaît l'échec des Américains. Ouais. À mon avis, si je peux vous faire une confidence, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense quand même que des succès, il y en a. Sinon, pour ne citer que la France, elle ne consacrerait pas des centaines de millions d'euros par an à espionner ses amis et ses adversaires. C'est vraiment pour avoir des résultats. Et à ma connaissance, il y a des résultats. Quand un service utilise les plus puissants ordinateurs du monde pour faire de la cryptanalyse, c'est-à-dire pour casser les codes secrets, c'est notamment pour casser les codes secrets des ambassades amies, bien sûr. Et vous avez vu évoluer ces profils d'espions, entre guillemets, qui sont devenus des spécialistes aussi de la question économique ou pas? Moi, ce que j'ai vu au fil des années, c'est des priorités. C'est-à-dire qu'il est clair que dans la brève période de Pierre Marion, début des années 80, le renseignement a été une priorité essentielle. Ça a aussi été une priorité avec son successeur qui s'appelle Pierre Lacoste. Ensuite, je pense que le domaine est resté un élément, un centre d'intérêt, mais a perdu son aspect prioritaire. En tout cas, après 2001, donc depuis une dizaine d'années, il est extrêmement clair que l'ensemble des systèmes de services de renseignement et de services spéciaux est orienté sur le terrorisme. Donc peut-être trouveront-ils des choses adjacentes, des sous-produits économiques qui auront de l'intérêt pour les entreprises françaises, mais ce n'est pas la priorité. Merci beaucoup Jean Guinel pour ces explications. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.